Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de ce journal, l'engagement français au Liban. Le président de la République, Jacques Chirac, dans quelques instants, précisera les contours de la mission à laquelle participera la France. Il y a 8 ans, la petite Natacha disparaissait en Autriche sans laisser de traces. Et au terme d'une incroyable captivité, elle a pu s'enfuir. Elle a aujourd'hui 18 ans. Réunion à La Rochelle de l'université d'été du Parti Socialiste. 3000 militants sont attendus pour ce qui marque la rentrée politique du Parti Socialiste où les candidats sont toujours prêts à s'entre-déchirer. Le chèque transport, sur le modèle du chèque restaurant, il devrait permettre aux salariés des entreprises de toucher une allocation pour compenser leurs frais de déplacement pour aller travailler. Avant d'écouter le président de la République, je vous propose un détour vers le Conseil des ministres. C'était ce matin, la rentrée pour les membres du gouvernement, avec le rappel des priorités pour les mois qui viennent. Émilie Lançon et Franck Brisset. Rentrée pluvieuse, rentrée studieuse. Premier à sortir, bronzé mais peu loquace, Nicolas Sarkozy. Pas un mot non plus de Dominique de Villepin, tout sourire. À la sortie du Conseil, les commentaires sont rares mais vont tous dans le même sens. Les ministres assurent que tout va pour le mieux. Un petit mot, c'était comment cette rentrée? Autour de l'union et de la dynamique et de l'action. Elle est de travail et de bonne humeur. Le président nous a remobilisés comme il convient. On dit que souvent une année avant la présidentielle, on ne fait rien. Et puisque c'est la rentrée des classes, Dominique de Villepin a rendu visite cet après-midi au recteur d'académie. Objectif, promouvoir l'égalité des chances et faire oublier l'épisode CPE. Nous devons donner à chacun la meilleure des formations possibles. Ce n'est qu'à cette condition que nous pourrons faire des principes républicains que la France a toujours défendus une réalité pour tous. À 9 mois de l'élection présidentielle, chacun a bien pris soin d'éviter d'en parler pour n'offrir aujourd'hui qu'un seul visage, celui de l'unité. Et nous allons retrouver dans quelques instants le président de la République du palais de l'Élysée. Je vous propose d'écouter son adresse à la nation. Jacques Chirac doit s'exprimer notamment sur l'engagement de la France au Liban. Nous l'écoutons. Mes chers compatriotes, la plupart d'entre vous sont de retour au travail ou en train de préparer la rentrée. Et l'été a été dominé par la crise au Liban. C'est de cette crise et de l'effort de paix de la France que je veux vous parler ce soir. J'ai réuni aujourd'hui un conseil restreint pour décider des modalités de participation de la France à la force de paix au Liban. La guerre a provoqué des souffrances et des destructions innombrables dans ce pays historiquement si proche de nous et dans cette région si sensible pour la paix dans le monde. C'est pourquoi la France s'est engagée au secours des populations, engagée pour rapatrier nos compatriotes qui le souhaitaient, engagée pour que cessent les combats. La résolution 1701, adoptée à l'initiative de la France et à l'unanimité du Conseil de sécurité des Nations Unies, a permis un cessez-le-feu, mais qui reste encore fragile. Cette résolution affirme le droit d'Israël à la sécurité comme le droit du Liban à exercer sa pleine souveraineté sur l'ensemble de son territoire. Cette résolution décide également le renforcement de la force des Nations Unies, la FINUL, pour contrôler la cessation des hostilités et pour appuyer le déploiement de l'armée libanaise au sud du pays, au fur et à mesure du retrait des Israéliens. Par mesure d'urgence, et pour encourager ce mouvement, j'ai décidé, dès la semaine dernière, et dans un premier temps, le doublement immédiat de notre contingent dans la FINUL. En outre, les 1700 soldats français de l'opération aéronavale qui assurent le ravitaillement de la FINUL depuis le début de la crise sont, bien entendu,
maintenus sur place. Il fallait répondre à l'urgence, mais également créer les conditions d'une opération sûre et efficace. Il était de ma responsabilité d'obtenir un certain nombre de garanties de la part des parties au conflit comme de la part des Nations Unies. Du Liban et d'Israël, nous avons obtenu l'assurance que la force serait à même de remplir sa mission sur le terrain. J'ai par ailleurs demandé au secrétaire général des Nations Unies de placer la force dans des conditions d'efficacité et de sécurité optimales. Nous avons obtenu de l'ONU les clarifications nécessaires sur la chaîne de commandement, qui doit être simple, cohérente et réactive, sur les règles d'engagement qui doivent garantir la liberté de circulation de la force et sa capacité d'action face à d'éventuelles situations hostiles. Cette force va se mettre en place, mais elle doit reposer sur une juste répartition des contingents. Je suis intervenu auprès de mes homologues pour les convaincre d'y prendre toute leur part. Plusieurs partenaires européens vont le faire, de même que d'importants pays musulmans d'Asie. Et je souhaite que d'autres membres permanents du Conseil de sécurité s'engagent également sur le terrain. Aujourd'hui, les conditions mises en avant par la France étant remplies, j'ai décidé de répondre favorablement aux demandes du secrétaire général des Nations Unies et des gouvernements libanais et israéliens. 2 bataillons supplémentaires viendront sur le terrain étendre notre dispositif au sein de la FINUL. 2000 soldats français seront ainsi placés sous casque bleu au Liban. La France est prête, si l'ONU le souhaite, à continuer à assumer le commandement de la force. Nous procéderons dans les 6 mois à l'évaluation de ce dispositif au regard de l'évolution de la situation. L'objectif de l'engagement de la France, c'est la paix. Par la résolution 1701 des Nations Unies, la communauté internationale unanime fixe les principes d'une solution durable à cette crise. Cela concerne la libération des soldats israéliens enlevés, le retour des prisonniers libanais, la démarcation des frontières, particulièrement dans la région des fermes de Sheba, et le désarmement des milices qui doit s'effectuer dans le cadre d'un processus libanais. Il faut aussi faciliter le retour des réfugiés et encourager d'urgence l'élan de solidarité qui permettra la reconstruction nécessaire du Liban. Une conférence internationale s'impose et la France y travaille. Mes chers compatriotes, soucieux des conditions d'engagement de nos soldats et déterminés à voir la France active au service de la paix et de la stabilité, j'ai aujourd'hui la conviction que les soldats français peuvent être déployés efficacement. Ainsi, dans une situation dont chacun mesure la difficulté, la France assumera pleinement ses responsabilités au Liban. Dès l'ouverture de la session extraordinaire, le gouvernement présentera au Parlement une déclaration suivie d'un débat sur ce sujet et j'appelle une nouvelle fois la communauté internationale tout entière à participer à cet effort indispensable à l'édification de la paix au Liban et au Proche-Orient. C'est donc un renforcement de l'engagement de la France que Jacques Chirac vient d'annoncer ce soir. Alors rappelons que si la France a été réticente si longtemps à s'engager plus fermement au Liban Sud, c'est parce qu'elle voulait en savoir plus sur la participation des uns et des autres et surtout sur les conditions d'engagement de ces soldats. Explication Arnaud Miguet. Ces légionnaires français du régiment étranger du Génie sont arrivés samedi dernier au Liban. En attendant, le gros des troupes ont repeint les camions aux couleurs onusiennes.
car ils ne constituent que les prémices du contingent de la finule renforcée. De 2000 casques bleus présents au Liban, on devrait passer à 15 000. En plus de la France, l'Italie, mais aussi l'Espagne enverront des contingents. La Grèce et la Belgique suivront probablement. Paris a également insisté pour que des pays musulmans participent à cette force internationale. Jordanie, Bangladesh, Indonésie, Malaisie et Maroc devraient répondre présents. Le commandement sera français, en la personne du général 3 étoiles Alain Pellegrini, depuis 2 ans déjà à la tête de la finule. Ce que les Français ont obtenu, c'est une chaîne de commandement simplifiée. En cas de coup dur, le général n'aura pas à en référer à des diplomates au siège des Nations Unies à New York, mais à un militaire. Si les troupes onusiennes ne seront pas directement chargées du désarmement du Hezbollah, leur mission sera d'apporter un soutien à l'armée libanaise, elle-même chargée de démilitariser la milice chiite. Elle pourra aussi user de la force si elle le juge nécessaire. Le calendrier est le suivant. Demain, les ministres européens des Affaires étrangères se réunissent à Bruxelles. Lundi, le Conseil de sécurité de l'ONU à New York. Le départ des contingents de la force internationale suivra, au plus tôt la semaine prochaine. 2000 soldats supplémentaires, donc venus de France pour aller au Liban. À plusieurs reprises, les casques bleus français engagés dans les forces militaires de l'ONU se sont trouvés en fort mauvaise posture. Il y a eu bien sûr le terrible attentat contre l'immeuble du Drakkar à Beyrouth, où 58 parachutistes français avaient été tués en 1983. Bernard Lebrun et Pascal Ponce. L'ambassade de France à Beyrouth. Victime et témoin impuissant de la guerre civile libanaise. La France au Levant, une longue histoire pour laquelle diplomates et militaires ont payé le prix du sang. Louis Delamarre, ambassadeur de France, fut victime d'un attentat le 5 septembre 1981. Dès la fondation de la finule en 1978, les soldats français en sont membres. Et en 1982, lors de l'invasion israélienne du Liban, ils ne pourront que baisser les armes, désespérant déjà les Nations Unies. Le problème de l'ONU, c'est une boîte à crabes qui coûte très cher. Faut voir le pognon, hein. Oui, les opérations de maintien de la paix ont un coût, mais surtout un coût humain très élevé pour la France au Liban. Ce 23 octobre 1983, 58 parachutistes trouvent la mort dans un attentat à la voiture suicide contre le Drakkar, leur quartier général. Un attentat probablement signé du Hezbollah. Voici l'un des 14 survivants de ce drame. Il avait alors 18 ans. Sa crainte aujourd'hui demeure toujours la même, l'engrenage. Si vraiment il commence à procéder à des arrestations, à stopper des tirs de roquettes qui commencent vraiment à nuire le Hezbollah, il n'y a aucune illusion à se faire, ils essaieront de se venger. Pour servir cette force de paix, 257 casques bleus sont morts au Liban depuis 1978. Parmi eux, 146 militaires français sont morts au champ d'honneur pour cette difficile mission. Avec nous Thierry Tuillier pour commenter donc ces dernières propositions du président de la République. Thierry, qu'est-ce qui a poussé le président de la République à évoluer dans son analyse et dans sa stratégie donc? Écoutez Françoise, avec 2000 soldats dont le déploiement fera l'objet, Jacques Chirac vient de le dire, d'un débat au Parlement, cela veut dire que la France considère avoir obtenu gain de cause sur les fameuses garanties permettant notamment aux casques bleus d'user de la force. Et dans cette affaire, le souvenir de l'impuissance d'autres contingents français dans les Balkans dans les années 90 a beaucoup pesé. La participation annoncée de pays musulmans a aussi compté. Et puis la France, très critiquée cette semaine, ne pouvait pas rester en retrait après avoir été en pointe sur le plan diplomatique au risque d'être incomprise. Alors, ça reste quand même une mission à très haut risque, hein. On l'a vu, on l'a entendu, il y a des précédents qui sont pour le moins fâcheux. Nos soldats sont engagés dans une mission difficile. Oui, la mission ne sera pas une partie de plaisir, on peut même dire qu'elle s'annonce dangereuse. Personne ne connaît les intentions réelles du Hezbollah. Va-t-il jouer le jeu en désarmant ou va-t-il constituer une menace terroriste sur les casques bleus? Le processus repose aussi beaucoup sur l'armée libanaise, pourtant mal équipée et dont les officiers sont encore sous influence syrienne. Enfin, et c'est sans doute l'élément le plus décisif, le jeu des parrains régionaux du Hezbollah est une inconnue. Les relations entre la Syrie et la France sont quasi inexistantes et personne ne sait comment l'Iran réagira si des sanctions de l'ONU sont votées contre Téhéran sur le dossier nucléaire. La décision coïncidera avec l'arrivée des premiers casques bleus au Liban. C'est pourquoi d'ailleurs Jacques Chirac reste prudent ce soir en annonçant une évaluation dans 6 mois et la poursuite des efforts diplomatiques en souhaitant la convocation d'une conférence internationale. Merci Thierry pour ces précisions.
Sur place au Liban, près de la frontière avec Israël, on continue à enterrer les morts. Rappelez-vous ce convoi de civils qui avait été bombardé alors qu'ils tentaient de fuir les zones de combat. La plupart sont morts. Samasoula et Mathias Segon ont suivi leurs funérailles et ont retrouvé l'une des deux survivantes, une adolescente. Dans ces cercueils, 9 adultes et 15 enfants. Leurs corps ont été exhumés ce matin de cette fosse commune de Tyr. 5 semaines que leur famille attendait de récupérer leurs dépouilles. Tous sont morts le 15 juillet dernier en tentant de fuir un bombardement annoncé par les haut-parleurs de l'armée israélienne. La famille Abdallah pleure 13 de ses membres. Cet homme arrive tout juste d'Allemagne. On lui annonce un à un le nom de ceux qu'il ne verra plus jamais. Aucun drapeau du Hezbollah ne flottera sur le cortège. Les victimes habitent Marwahin, un village sunnite qui soutient Rafik Hariri. Zaineb est une rescapée de ce drame. Elle se trouvait dans le convoi bombardé. Jamais elle ne comprendra pourquoi le poste de l'ONU tout proche a refusé de les abriter. À l'ONU, ils nous ont dit derrière les grilles, on ne peut pas prendre la responsabilité de vous prendre, rentrez chez vous. Mais les villageois ont eu trop peur de rester, ils ont pris la route. Malheureusement, leur véhicule est tombé en panne. Zaineb raconte que lorsque leur pick-up s'est mis à fumer, l'aviation israélienne les a bombardés, qu'elle a perdu connaissance et quand elle s'est réveillée, seule sa nièce était en vie. Au poste de l'ONU, on leur avait expliqué qu'eux-mêmes avaient peur d'être bombardés. Ahmad, 13 fois endeuillé, n'aura pas de mots assez durs contre ceux qui ont pris ses vies, qu'ils soient en Israël ou au Liban. En Autriche, incroyable histoire que celle de Natacha, kidnappée à 10 ans sur le chemin de l'école. C'était en mars 1998. Son enlèvement avait provoqué les plus grandes recherches de l'histoire du pays. Et voilà que 8 ans après, elle échappe à son ravisseur qui l'avait enfermée dans une cave à quelques kilomètres seulement du domicile familial. La jeune fille, psychologiquement très fragile, on s'en doute, est questionnée avec ménagement et son ravisseur s'est suicidé hier soir. Stéphane Bretner. Enfin la voilà, l'ultime preuve. Ce passeport qu'exhibe un enquêteur a été retrouvé sur son lieu de détention. Il appartient à Natacha Kempouch. À gauche, il y a cette photo d'une petite fille de 10 ans. Elle date de 1998, au moment où elle a disparu sur le chemin de l'école. Hier après-midi, des promeneurs l'ont retrouvée errante dans un jardin de la banlieue de Vienne, pâle mais en bonne santé. Dissimulée sous une couverture, les policiers l'ont emmenée dans un hôpital pour savoir si elle avait subi des violences sexuelles. Aujourd'hui, Natacha Kempouch est une jeune femme de 18 ans. Au début, le ravisseur était extrêmement attentif au comportement de Natacha. Il observait ses moindres mouvements. Ces derniers jours, il a relâché sa pression. Elle en a profité pour s'enfuir. Tendu, Ludwig Koch, le père, a attendu des heures devant le poste de police, puis il a enfin pu voir sa fille. C'est incroyable cette rencontre. Elle a réagi comme lorsqu'elle était une petite fille qui rentrait à la maison. Et qu'est-ce qu'elle vous a dit? On s'est regardé. Elle m'a dit « Papa, je t'aime ». Devant les policiers, Natacha Kempouch a raconté son incroyable histoire. 8 ans de détention dans cette pièce de 6 mètres carrés, équipée de toilettes et d'eau courante, aménagée dans les sous-sols d'un pavillon. Parfois, elle écoutait la radio et pouvait consulter les journaux. De temps en temps, il la laissait sortir dans le jardin. Le ravisseur, le voici, un électricien de 44 ans, inconnu de la justice. Les policiers l'avaient pourtant soupçonné comme d'autres lorsque l'enquête a commencé, mais aucune preuve n'a pu le mettre en cause. Aujourd'hui, on ne saura sans doute jamais pourquoi Wolfgang Priklopil a enlevé cette petite écolière. Il s'est jeté sous un train hier soir. La mère de Natacha et sa sœur ont appris la nouvelle cette nuit, stupéfaites. On n'a jamais cessé de parler de Natacha. Ma mère a toujours pensé qu'elle était vivante et qu'elle reviendrait un jour. Alors aujourd'hui, vous imaginez le choc. On a failli s'écrouler. Après 8 ans de détention, les psychologues pensent que Natacha Kempouch souffre du syndrome de Stockholm, un état mental où l'otage sympathise avec son ravisseur. Au Portugal, il semble bien que le couple de Français rescapés du naufrage du trimaran, dans lequel on a retrouvé ligoté le corps du capitaine, se soit prêté à des manœuvres pour gagner la confiance de leurs victimes. Selon les enquêteurs, le crime aurait donc été soigneusement planifié. Enquête sur place, Yasmina Farber et Philippe Jasselin.
C'est dans ce petit port d'Olion que Corinne Caspar et Thierry Bayle ont embarqué pour rejoindre le trimaran d'André Le Floch. Jean Manuel, taxi depuis 30 ans, se souvient de ce couple de Français accompagné d'une autre femme, elle aussi française. Après 10 minutes de trajet, les passagers arrivent vers l'île d'Armona. L'intermezzo est ancré près de la plage. Le propriétaire ainsi qu'une femme étaient ici, dans ce petit coin. C'est exactement là que j'ai laissé mes passagers. Le jour suivant, le mercredi, je suis revenu, il n'y avait plus personne. Le lendemain, le temps se gâte, le trimaran a mis les voiles incognito. La police a pu identifier et interroger les 2 passagères supplémentaires. Propriétaires d'un bateau, elles n'étaient pas à bord lors du naufrage. Sur l'île d'Armona, la mort d'André Le Floch, ce navigateur passionné et discret, reste une énigme. Il disait qu'il adorait cet endroit, qu'il était très à l'aise ici. On le sentait comme chez lui. Les investigations sur les 2 naufragés se poursuivent. Le portable de Corinne Caspar, retrouvé à bord du trimaran, aurait livré quelques indices. Officiellement, rien ne filtre sur l'enquête, mais certains policiers ont parlé à la presse portugaise. Selon ces enquêteurs, Corinne Caspar aurait réussi à gagner la confiance d'André Le Floch avant de lui présenter Thierry Bayle comme son frère. L'hypothèse d'un crime soigneusement planifié est envisagée. Les 2 Français continuent de clamer leur innocence. Fin de l'accrochage entre les thoniers et le Rainbow Warrior au large de Marseille. Le bateau de Greenpeace a pu quitter la rade. Et de leur côté, les thoniers ont levé le blocus du port qui empêchait notamment le transit des bateaux vers la Corse et l'Afrique du Nord. Yvan Martinet et Michel Comin. Toute voile dehors, chassé de Marseille, le Rainbow Warrior prend le large vers l'Espagne. Épilogue d'un face-à-face hostile. 7 h ce matin, autour du 3 la bataille navale reprend. Les pêcheurs lancent leurs zodiacs sur ceux de Greenpeace sous le regard passif de la gendarmerie maritime. Vous n'allez rien faire, monsieur, contre ces pratiques illégales, contre ces manœuvres extrêmement dangereuses? C'est complètement fou, c'est qu'ils nous balancent des boulons, que la gendarmerie est là à 100 mètres et qu'elle ne fait absolument rien, alors qu'elle était parfaitement prévenue que les thoniers seineurs allaient faire cette action. 8 h, les pêcheurs prennent d'assaut le Rainbow Warrior et montent à l'abordage. On fera le nécessaire de toutes les façons pour qu'il quitte la baie de Marseille. De toutes les façons, il ne restera pas là. Tant bien que mal, les écologistes tentent de résister en vain. Sur leur radio, ils lancent alors un SOS. Au bout d'un quart d'heure d'SOS, on a été sur place. Et la Marine nationale aujourd'hui nous reproche d'aller sur lui. Alors il faudrait savoir où on assiste à sa personne en danger, où on l'abandonne. Il faudrait savoir. Ben, on est là, on attend la Marine nationale pour venir le chercher. Dans la furia des cornes de brume, les pêcheurs sonnent leur satisfaction, car le Rainbow Warrior est contraint de lever l'ancre, remorqué par la Marine nationale. Aussitôt, les thoniers libèrent le port qu'ils occupaient depuis la veille. On est désolé d'avoir créé ces soucis-là, mais il était indispensable pour nous de faire valoir les besoins de notre profession. Greenpeace expulsé savoure pourtant une victoire médiatique, car ce conflit finalement n'aura fait qu'amplifier le message des écologistes pour la sauvegarde du thon de Méditerranée. Dans le chenal menant au port de La Rochelle, une baleine morte d'une vingtaine de mètres a été découverte ce matin. Elle a été tractée, vous le voyez, jusqu'au port de commerce. Ce genre d'échouage, fort heureusement, est extrêmement rare. Dans la vieille ville de La Rochelle, rassemblement saisonnier, celui-là, celui des militants du Parti Socialiste qui tiennent leur université d'été, discours très attendus, notamment ceux du premier secrétaire François Hollande, l'ancien Premier ministre Lionel Jospin. Mais cet après-midi, c'était la favorite des sondages, Ségolène Royal, qui a pris la parole. Javi Timbert et Thierry Breton. Au PS, le spectacle officiel ne commence que demain, mais Ségolène Royal est déjà au balcon. En levée de rideau, la présidente de Poitou-Charentes s'exprime. Elle a entendu les critiques de ces derniers jours et l'offensive des amis de Lionel Jospin. Je suis optimiste. Je crois que le rassemblement se fera, l'union se fera. Les socialistes aiment bien débattre et puis le moment venu, ils serrent les rangs. Et je crois que ce moment est assez proche. En tout cas, ce sera le jour où les militants vont voter. Il y a les militants et il y a les grands élus avec lesquels Ségolène Royal s'affiche ce soir. Les présidents de régions socialistes, tous ne sont pas convertis, mais les choses, on le sent, pourraient bouger vite, comme par exemple chez celui-ci réputé proche de Dominique Strauss-Kahn. Pas encore, je crois qu'il faut que ça se décide. C'est mon cas, mais je pense qu'il y en a beaucoup d'autres qui se rallieront parce que c'est une logique aussi qui pousse du pays.
En 2006, l'université d'été du PS est en tout cas devenue une grosse machine. 3000 participants, un record, et des petites mains qui s'affairent dès ce soir aux préparatifs. Ici, la base du PS est plutôt méfiante. Beaucoup préfèrent garder pour eux leur choix pour 2007. Les candidatures seront déposées. Moi, j'attends que cette date soit atteinte pour dire plus de choses, parce que ce serait pas prudent de le faire avant. Les sondages ne suffisent pour personne. Certains ont de l'expérience, certains ont l'avantage des sondages. Il faudra un petit mix de tout pour arriver à faire le meilleur candidat pour 2007. Mais les sondages, ce sont des indications à un moment donné. Vous savez, l'histoire des sondages, elle nous montre que ce qui est un an après n'est jamais confirmé. Pas un présidentiable ne sera absent ce week-end. Laurent Fabius, Dominique Strauss-Kahn, Jacques Lang, Lionel Jospin qui parlera samedi et François Hollande lui-même qui évoque désormais sa propre candidature. La compétition débute vraiment ce week-end. Un coup de pouce à l'installation étudiante, une allocation de 300 € et non pas 200 comme annoncé hier sera accordée aux étudiants boursiers qui recherchent un premier logement. La mesure a été annoncée cet après-midi par Dominique de Villepin. 80 000 étudiants sont d'ores et déjà concernés. Sur le modèle du chèque restaurant, le gouvernement devrait créer un chèque transport, une contribution aux frais de déplacement des salariés. Ce chèque serait valable aussi bien pour ceux qui se déplacent en voiture qu'en transport en commun. La mesure ne vise pas l'Île-de-France où les transports RATP sont déjà en partie remboursés par les entreprises. Bruno Timsit et Jean-François Monnier. Une navette pour se rendre au travail. Dans cette entreprise de la banlieue de Strasbourg, on a déjà œuvré pour alléger la facture d'essence des salariés. Mais pour ceux qui sont obligés de venir travailler avec leur véhicule, le chèque transport serait le bienvenu. Ça leur ferait un plus, parce qu'au niveau de la voiture, c'est sûr que c'est aussi un coût. Je ne serais peut-être pas contre, mais de quelle manière ça va se mettre en place? L'objectif du gouvernement, c'est de faire un geste en direction des automobilistes inquiets de la flambée des prix à la pompe. Le chèque transport rentrerait en application en janvier prochain. Le modèle en principe, le voici, le chèque déjeuner. Le chèque transport, lui aussi, serait versé par les entreprises à leurs salariés, son montant de 20 à 30 € par mois. Quant à ceux qui pourraient fabriquer ce chèque transport, ils se frottent les mains et vantent les mérites de cette formule. L'avantage, ce serait que la participation donnée par l'entreprise soit exonérée de toutes les charges sociales et fiscales, de manière à ce que, bien sûr, ça ne soit pas une charge supplémentaire pour elle, et pour le salarié, bien sûr, soit exonéré aussi fiscalement. Les organisations patronales, en revanche, s'opposent à une participation des entreprises. Le gouvernement souhaite mettre en place un chèque transport, c'est l'État qui doit contribuer, qui doit mettre la main à la poche. Dominique de Villepin pourrait annoncer officiellement jeudi prochain la création du chèque transport. Le principe d'un coup de pouce aux consommateurs est acquis, mais les modalités restent à préciser. La consultation médicale à domicile va augmenter 1 € de plus lorsque le médecin se déplace, ce qui porte le prix de la visite à 31 €. Le tarif sera en vigueur à partir du 15 octobre, une revalorisation qui va coûter 36 millions d'euros par an à l'assurance maladie. Pas de cris, pas de pleurs, entrée anticipée particulièrement sereine dans l'école de Venables en Normandie. Hier, vous vous en souvenez, c'était les enseignants. Aujourd'hui, ce sont les élèves qui ont retrouvé leur banc. Florence Griffon et Vivien Roussel. Quand la rentrée commence comme ça, on se dit que forcément ça va aller. Bien sûr, faire ses premiers pas dans la cour des grands n'est pas très rassurant. Mais au bout de quelques minutes, tout le monde retrouve le sourire. Pour eux, reprendre en août est tout à fait normal. Ils ont toujours connu la semaine des 4 jours. Les vacances ont été belles, mais j'aime bien reprendre l'école aussi. On retrouve tous ses copains aussi, on va travailler, donc j'aime bien. Finalement, ce sont peut-être les parents les plus stressés. Première rentrée, premier enfant, donc c'est un peu tendu, un peu angoissé. Allez, faut y aller. Toi aussi, t'es pas bien grand, passe devant, à côté de Nono. Hein? On va commencer. Et vous allez commencer par vous taire, les jeunes. Eux sont en CM1, CM2. A priori, des lecteurs confirmés. C'est ce qu'on va vérifier. Un instant plus tard, le cheval s'arrêta. Ça va, tout le monde maîtrise. Pour certains, les vacances ont été studieuses. J'ai révisé mes tables de multiplication, puis on a fait un peu de division. Loin des maths, le monde des petits. En maternelle aujourd'hui, pas question de travailler. On découvre l'école en s'amusant. Bonne rentrée, les enfants sont gentils, sont calmes. Et c'est vrai qu'il n'y a pas trop de pleurs, donc c'est l'idéal. 1, 2, 3. Il y en a même qui finalement ont de la chance. Aujourd'hui,
C'était l'anniversaire de Théo. Ses invités étaient tout trouvés. Depuis plusieurs années, l'INSEE recense les flux migratoires. En 2005, selon l'Institut statistique, la France comptait 5 millions d'immigrés, soit 8% de la population. Et l'INSEE précise maintenant les zones d'origine. C'est l'immigration d'Afrique subsaharienne qui a le plus augmenté ces dernières années. Explication Daniel Wolfrom et Philippe Jasselin. La France tout en couleurs. Des étrangers, des immigrés, des Français, depuis plus ou moins longtemps, tous mélangés dans la vie courante. Aujourd'hui, les statistiques permettent de mieux saisir l'évolution de ces populations. Les immigrés, donc, près de 5 millions d'entre eux vivent en France et forment maintenant 8% de la population du pays. Ces migrants sont en forte augmentation, 20% de plus en 15 ans, un phénomène commun à toute l'Europe. On sait la forte immigration en Espagne, en Italie. Donc depuis 3 ou 4 ans, effectivement, en particulier 2002, 2003, 2004, on a eu un fort mouvement d'immigration en France. Mais d'où viennent-ils? Un gros tiers des pays de l'Union européenne. On y trouve pêle-mêle Polonais et Roumains aux côtés des Portugais, mais aussi des Britanniques. Autre groupe, autre tiers, plus traditionnel celui-là, les immigrés du Maghreb. Enfin, le dernier tiers, l'immigration la plus récente venue d'Asie, de Turquie par exemple, ou d'Afrique noire, francophone, en très forte augmentation. Mais une précision s'impose ici, un immigré peut être français s'il a acquis la nationalité par mariage ou naturalisation. 40% des immigrés sont dans ce cas, 2 millions sur les 5 sont donc français, les autres demeurent des étrangers. Enfin, dernier enseignement, ces migrants sont plus diplômés qu'il y a 10 ans, et parmi eux, les femmes désormais aussi nombreuses que les hommes. L'été, ces plages, ces restaurants, ces petits boulots qui sont plus ou moins déclarés. 18% des saisonniers travaillent par exemple sans contrat de travail. Alors pour traquer et punir les abus, les contrôles se sont multipliés en juillet et en août. Reportage Julien Dupéret et Hervé Pozzo. Bonjour monsieur, dame, contrôle de l'URSSAF. Dans la ligne de mire de ces inspecteurs de l'URSSAF, cette jeune vendeuse, ou plutôt son patron. Il vous a remis un contrat de travail? Oui, mais je l'ai pas sur moi. Il est à la maison. Âgée de 17 ans, embauchée au SMIC, elle a trouvé ce job d'été pour le mois d'août. Seul problème, aucune trace d'elle dans les fichiers de l'URSSAF. Le patron va arriver, il va s'expliquer. D'accord. Son patron vend des glaces sous la tour Eiffel. Incapable de fournir la moindre déclaration d'embauche, il est immédiatement convoqué à l'URSSAF. Mon personnel est déclaré, monsieur. Non. Toute personne qui a une activité profitable à l'entreprise doit être déclarée. Je suis désolé, c'est pas moi qui fais les lois. Ces situations, les inspecteurs en rencontrent quotidiennement. En moyenne, la moitié des jobs d'été contrôlés est hors la loi. Alexandre, 23 ans, a travaillé en juillet dans l'agriculture sous les ordres d'une patronne plutôt exigeante. On arrivait à 6 h du matin, on travaillait jusqu'à 19, 20 heures. Et quand il a fallu se faire payer les heures supplémentaires, à la fin, elle a refusé en nous expliquant qu'elle ne pouvait pas se le permettre, qu'elle n'avait pas les moyens. Et on a dû aller jusqu'à la menace pour qu'elle accepte de les payer. Faux contrat, semaine sans congé, paye ridicule. Pour les associations, la fin de ces abus passe par une meilleure information des jeunes. Beaucoup de jeunes, quand ils sortent, pour la plupart quand c'est des lycéens ou des étudiants, pour leur premier emploi, ils ont des difficultés à se dire qu'est-ce que je dois faire, auprès de qui je dois m'adresser, quelles sont mes obligations, quels sont mes droits. Chaque année, le nombre de saisonniers augmente. Cet été, ils étaient près de 2 millions à travailler. Suite du bilan touristique, la saison a été bonne sur les plages, mais également à la montagne. La destination est de plus en plus appréciée des Français en vacances, même si la météo en dents de scie a cette année quelque peu gâché la fête. Reportage dans le Puy-de-Dôme, à Superbès, Virginie Fichet et Philippe Évêque. Les vacances touchent à leur fin. Pour Sylvain Crégu, c'est l'heure des comptes. Les 200 places du camping familial ont été bien occupées cette saison. Sylvain Crégu récolte les fruits de la politique d'accueil qu'il mène depuis quelques années. La demande est là, il faut vraiment avoir du produit tout compris, je dirais, en camping maintenant. Il faut que le client qui vient passer donc une semaine puisse trouver un ensemble de prestations. Alors il va y avoir de la piscine, des animations et un confort d'hébergement. Avec ses 32 000 lits, le massif du Sancy représente un quart de l'offre touristique auvergnate. Sa fraîcheur, sa tranquillité et ses panoramas d'exception attirent de plus en plus les vacanciers et cette année, la canicule n'y est pour rien.
C'est une année un petit peu bizarre puisqu'effectivement le mois de juillet avec la canicule on s'attendait à avoir des ventes de dernière minute très fortes et ça n'a pas été vraiment le cas. Donc un mois de juillet qui a commencé assez tard et un mois d'août malgré la météo très changeante qui semble satisfaisant voire en progression pour un certain nombre d'établissements. Troisième site touristique de la région, le château de Murol est toujours un bon indicateur touristique. Pourquoi t'as bougé là? Ressuscité par la ferveur d'une quinzaine d'artistes, la vie de château attire 120 000 visiteurs par an. Et au dire de son seigneur, sa renommée a encore gagné cette année de nouvelles contrées. Énormément de personnes qui viennent vraiment de toute la France et même de l'Europe. Léger fléchissement au niveau peut-être des étrangers, bien que certains soient un peu plus nombreux que d'autres, moins de néerlandais et plus italiens, d'espagnols et énormément d'anglais. Loin de l'agitation des plages, l'Auvergne cultive son jardin, une douceur de vivre qui transforme souvent les vacanciers en fidèles. Il va falloir réviser tous les manuels scolaires. Pluton n'est plus une planète. Et non, la décision a été prise par l'Union astronomique internationale. Motif invoqué, l'astre est trop différent du reste des planètes solaires. Explication Patrice Pellet et Valérie Lucas. Ne m'appelez plus planète, c'est ce que pourrait dire Pluton. En effet, cet après-midi, les 2500 scientifiques présents à l'Assemblée générale de l'Union astronomique internationale ont enlevé à Pluton son statut de planète. Un pavé astronomique dans la mare de l'univers. Pluton, découverte en 1930 par l'astronome américain Clyde Tombaugh, avait à l'époque immédiatement reçu le titre de 9e planète du système solaire. Pour certains, une erreur, car Pluton, trop petite, d'une rondeur insuffisante, d'une gravité insignifiante, ne pouvait garder ce titre prestigieux. Il a fallu vite, en quelques décennies, considérer que ces objets qu'on découvrait entre Mars et Jupiter, ce n'étaient pas des planètes, mais c'était des astéroïdes, parce que le chiffre augmentait mois après mois. Donc ce n'était qu'une famille d'astéroïdes et non pas des planètes. Pluton, la seule découverte américaine du système solaire, quitte donc la catégorie des belles et majestueuses planètes pour rejoindre, en 3e division, une nouvelle sous-catégorie, celle des planètes naines. À partir de ce soir, dans tous les manuels du monde, la microscopique Pluton va donc disparaître. C'est une première médicale, une prouesse technique et peut-être un nouvel espoir pour les amputés. Un Américain de 51 ans qui a perdu ses 2 bras bénéficie de prothèses d'un genre tout à fait nouveau, 2 bras en acier qu'il peut contrôler grâce au cerveau. Un système qu'il y a quelques années relevait de la science-fiction. Explication Anne-Sophie Chaumier-Lecomte. Sortir sa poubelle, peindre une étagère ou encore tailler la haie du jardin. Aujourd'hui, Jess Sullivan peut enfin entretenir sa maison comme ses voisins. En haut, ouvert. Jess Sullivan est le premier homme au monde à utiliser un bras totalement robotisé, un bras bionique. Il y a 5 ans, cet électricien du Tennessee reçoit une décharge de 7000 volts sur un chantier. Il faut lui amputer ses 2 bras. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment réalisé. J'ai pleuré mes bras comme on pleure le décès d'un proche. C'est là que je me suis rendu compte que mes bras ne reviendraient jamais. C'était terminé. Un centre de recherche américain lui propose alors de tester le premier bras bionique, capable d'être contrôlé par la pensée. Les médecins prélèvent 4 des nerfs principaux de son bras et les implantent sur son thorax. Grâce à des électrodes, il suffit à Jess Sullivan de penser à une action pour que son bras l'exécute. À chaque fois qu'il contracte un muscle, cela envoie un signal électrique. Eh bien nous, on récupère ce signal et on l'envoie vers un micro-ordinateur situé dans le bras. Le bras n'a plus qu'à exécuter l'ordre. Qu'est-ce que vous ressentez quand je vous touche ici? Je sens que vous me touchez les 2 premiers doigts et la paume de la main. Cette année, Jess Sullivan espère bien pouvoir utiliser une nouvelle prothèse encore plus performante. Mais la technologie a un prix, 6 millions de dollars. Ironie du sort, c'était exactement la valeur du héros bionique d'une célèbre série des années 70. Sport avec le mondial de basket, la France a gagné son ticket pour les 8e de finale. Victoire aujourd'hui face au Venezuela, 81-61. Les Bleus donc rencontreront l'Angola dimanche prochain. Et puis football, on connaît la composition de l'équipe qui rencontrera la Géorgie, match qui compte pour la qualification à l'Euro 2008. Cette semaine après la finale de la Coupe du Monde, 2 pointures font leur rentrée. Thuram et Makelele, Julien Benedetto et André Germain. Reportage. Au crépuscule d'un 9 juillet si cruel, on avait tous cru à l'adieu aux larmes de Lilian Thuram.
Un mois et demi plus tard, le temps de la réflexion, l'homme aux 121 sélections record national décide de rempiler en équipe de France. Thuram a besoin des Bleus et les Bleus de Domenech, en campagne européenne, ont besoin de Thuram. L'objectif, c'est de faire la meilleure équipe possible. Et la meilleure équipe possible, quand il y a des sélections, c'est de prendre les joueurs qui ont montré qu'ils sont capables de jouer au plus haut niveau. Dans la catégorie ex-retraité figure également Claude Makélélé. Lui avait carrément annoncé après la Coupe du Monde qu'on ne l'y reverrait plus. C'était sans compter sur la ténacité du sélectionneur. Domenech ne lui a pas laissé le choix. Je ne demande pas son avis. C'est inconcevable de ne pas faire partie de l'équipe de France quand on fait partie des meilleurs joueurs et qu'on joue dans les grands clubs. Pour moi, c'est inconcevable. Avec le retour de Thuram et Makélélé, la liste des joueurs sélectionnés pour la Géorgie ressemble à s'y méprendre à celle du mondial. Seuls les jeunes Claire et Mavouba, à peine 23 ans, ont réussi à se faufiler. Pour voir l'Euro 2008, les Bleus ont du pain sur la planche. Au menu, l'Italie, l'Ukraine, l'Écosse. C'est pas gagné. Et puis les poules de la Ligue des Champions ont été tirées au sort en fin d'après-midi. Pas de cadeau particulier pour les 3 clubs français en lice. Lyon retrouve notamment le Real Madrid. Bordeaux affrontera Liverpool. Et Lille devra se mesurer au Milan AC. Une exposition exceptionnelle au musée d'art moderne de Paris, une découverte d'un artiste avant-gardiste, Dan Flavin, américain disparu il y a 10 ans. Il n'utilisait ni pinceau ni terre glaise, son outil, le tube de néon. Toutes les tailles, toutes les formes, toutes les couleurs. Isabelle Bechler et Rémi Poissonnier. Prenez un plafonnier en néon, puis 3, puis 12, allez, jusqu'à 55. Empilez-les dans l'angle d'une pièce. Voilà une des idées de Dan Flavin pendant ses interminables heures comme gardien de musée. Autodidacte des arts plastiques, il décida de jouer avec la lumière, sans plus toucher à la peinture. Les 4 tailles et 9 nuances de néon disponibles dans le commerce devinrent sa palette. D'une pierre deux coups, il trouvait en même temps un médium original. Dans un sens, c'était presque paralysant de vouloir devenir artiste à New York dans les années 60. Il fallait à tout prix être original. Et on n'avait pas le temps de faire cet effort. Dans son urgence à trouver un langage propre, Dan Flavin a découpé les espaces qu'on lui prêtait à coups de néon. Une approche minimaliste qui n'interdisait pas le plaisir, mais qui posait toujours des questions aux spectateurs. Pourquoi une couleur l'emporte-t-elle sur une autre? Comment y a-t-il 4 nuances de néon blanc? Pourquoi vert sur jaune n'égale pas jaune sur vert? Toute une problématique que Flavin a explorée pendant 30 ans. C'était assez empirique en fait. Il a découvert peu à peu les qualités de son instrument. Il était très intéressé par l'espace. Et nous sommes là dans un espace qu'il avait lui-même créé. Redessiner l'espace, le transfigurer en mêlant les couleurs, le tout avec une économie de moyens impressionnante, c'est le tour de force de Dan Flavin. Et je vous rappelle la principale information de ce journal. Dans l'allocution que Jacques Chirac a adressée à la nation, 2000 soldats français au total seront déployés au sud Liban et la France est prête à assumer le commandement de la force internationale, la FINUL, comme elle le fait déjà. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Patrice Revet. 20h50, FBI porté disparu. Demain 13h, David Bohéry. 20h et pour tout le week-end, vous retrouverez Béatrice Schoenberg. Très bonne soirée à tous. Au revoir, à bientôt.